Alors aujourd'hui, je voudrais parler de cette idée toute faite euh, qui dit que à un certain moment de la carrière des Beatles, John Lennon est du genre lâcher la rampe et Paul McCartney a pris le contrôle, on peut peut-être l'appeler comme ça, du groupe. Or, je n'aime pas beaucoup les idées préconçues, les idées toutes faites. Alors sans doute qu'il y a une certaine vérité dans ça, mais ça m'intéresse d'aller un petit peu plus loin. Donc John Lennon est le fondateur du groupe et selon moi, il a tout le temps été le leader. Et Paul McCartney n'a jamais été vraiment le leader. Dans la mesure où c'est sa parole qui, au bout du compte, faisait le poids. Et, comme je l'ai peut-être déjà dit, quand il y avait vraiment une décision à prendre et un clan, enfin, si on peut dire les choses comme ça, à choisir, Ringo Starr et George Harrison allaient toujours choisir John Lennon, ce qu'ils ont fait à la fin, toute fin du groupe, quand il s'est agi de savoir s'ils allaient aller ou non avec Alan Klein. Voilà les deux amis, Ringo et George, sont allés naturellement avec John. Qu'il ait raison ou pas, parce que c'était John Lennon. Alors, dans l'histoire du groupe, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que déjà, les deux principaux compositeurs ont commencé à faire des expériences musicales assez rapidement. Et Paul McCartney était sans doute le plus intéressé par ça. Donc c'est pour ça que, par exemple, dans un album qui est assez peu apprécié, qui s'appelle Beatles for Sale, mais qui est un album quand même très intéressant, dans la mesure où, premièrement, peut-être, les techniques d'enregistrement se sont fortement améliorées. Alors je sais pas là, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une nouvelle table de mixage, d'enregistrement? Est-ce que c'est des magnétophones différents? Bon, ça, j'avoue, effectivement, je ne le sais pas. Mais le son est bien meilleur. Oui, sur cet album, le son est bien meilleur. Et puis, on a un morceau comme Every Little Thing, bon, qui n'est pas un morceau majeur dans le sens habituel du terme, mais qui est un morceau dans lequel, eh bien, euh, les Beatles, et là c'est Paul McCartney, donc, mais bon, c'est peut-être eux dans un ensemble, hein, on ne sait jamais tout, eh bien, introduisent du tympani, c'est-à-dire c'est un gros tambour qu'on utilise dans la musique classique, voilà, qui fait un gros boom boom qu'on retrouve si on écoute Every Little Thing. Et d'ailleurs, pour continuer sur
cette idée de l'expérimentation. On a le fade in et le fade out, c'est-à-dire le son qui arrive et ensuite le son qui décroît. Donc le son qui décroît, c'est souvent à la fin des morceaux. Quand on ne sait pas comment terminer, on fait décroître le morceau. Mais là, c'est un petit peu différent. Donc il s'agit de ce morceau merveilleux qui s'appelle 8 Days a Week. Et donc les Beatles ont beaucoup galéré, ont beaucoup travaillé sur comment commencer le morceau. Ils ont eu diverses idées. Et l'idée finale, ça a été de faire quelque chose qui n'avait encore été jamais fait, de faire un fade-in, c'est-à-dire que le morceau commence avec le son 0, et puis ça monte, et hop, on arrive à un plateau, et le morceau continue. Voilà, donc on arrive à une période qui est la période... Alors, je pense que quand on parle de ça, on fait allusion à la période de 1966. Donc là, je parle donc de cette idée un peu toute faite qu'à un moment, John Lennon lui a laissé tomber et c'est Paul McCartney qui a pris le relais. Ou alors, éventuellement, peut-être que ça fait allusion à la mort de Brian Epstein, mais c'est pas exactement ça, puisque Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band a été enregistré avant le décès de Brian Epstein, et donc Sgt. Pepper's, c'est l'enfant chéri de Paul McCartney. Donc c'est à peu près à cette période, alors 1960, mais 1965, donc c'est Rubber Soul, et John Lennon il est partout, hein, dans les grands morceaux de l'album, A Day in the Life, Girl, principalement, alors que la contribution de Paul McCartney, c'est Michel, bon, c'est mignon, mais voilà. Pareil, alors en 1966, on a Revolver. Alors le meilleur de la vie générale, on va dire, le meilleur morceau de Revolver, c'est Eleanor Rigby. Mais les contributions, donc il y a Eleanor Rigby, donc c'est un morceau absolument majeur. Mais les autres contributions de Paul McCartney, même si elles sont sympathiques, sont un petit peu classiques, on va dire. Alors que les contributions de John Lennon, c'est-à-dire I'm Only Sleeping, Tomorrow Never Knows, She Said, Dr. Robert, And Your Bird Can't Sing. Alors, je parle en gros, c'est-à-dire qu'il y a toujours des contributions de l'un sur les morceaux de l'autre. Voilà, donc je parle à grands traits, comme on dit dans le grand monde. Donc, John Lennon est présent. Ce qui arrive, donc malgré tout ce que je dis, c'est que effectivement, à un moment, Paul McCartney prend la direction, mais il ne prend pas le pouvoir, enfin dans le sens où je disais tout à l'heure, il ne devient pas le leader, c'est-à-dire que on le laisse faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Paul McCartney est extrêmement ambitieux, alors que les autres, ils auraient bien aimé prendre un petit peu plus de recul, de vacances, etc. Mais donc, voilà, il n'en reste pas moins que grâce à Paul, on a cette révolution musicale qu'est Sgt. Pepper's, qui est une révolution musicale parce que tout l'enregistrement
tous les sons ont été revus, réinventés. C'est-à-dire que un son de guitare n'a jamais été entendu auparavant. Le travail sur la basse, enfin sur voilà, tous les instruments tout est réinventé. Et donc c'est pour ça que cet album, quand on l'écoute, a un côté euh, magique, solaire, qui va avec la couleur rouge prédominante de l'album. C'est-à-dire que c'est en anglais on dirait vibrant par exemple. Euh, voilà, et c'est un album qui est extrêmement vivant, extrêmement vif, je dirais. Et donc ça, c'est l'œuvre de Paul McCartney. Non, c'est pas l'œuvre de Paul McCartney. C'est l'impulsion de Paul McCartney. Parce que les autres ne sont pas restés en reste à rien faire. L'impulsion, ça a été de la part de Paul de dire, on va faire cet album dans lequel on va faire mine de ne plus être les Beatles ou quelque chose comme ça, où on va essayer de franchir un pas. Et les autres étaient d'accord. George Harrison a fait Within You, Without You. Il a fait ça à peu près tout seul. Enfin, les autres Beatles étaient là, mais c'est vraiment son travail à lui. Et les sons sont absolument incroyables. L'enregistrement est absolument fabuleux de ce morceau-là. Et c'est valable pour absolument tous les morceaux. Donc, c'est un travail de chacun, pour toujours aller plus loin, toujours, au fond, on peut dire réinventer la musique. Mais ceci mis à part, ça ne veut pas dire que Paul McCartney a tout fait. Ceci mis à part, ça ne veut pas dire que John Lennon, il fait rien et il n'a pas de chanson. Parce que les morceaux les plus marquants de l'album sont des morceaux de John Lennon. C'est en ce sens que je m'élève contre cette idée reçue. Si on peut dire, John Lennon a laissé, si on prend une métaphore maritime, c'est bien les métaphores maritimes, ça sert beaucoup. Donc si on peut dire que John Lennon a laissé Paul McCartney à la barre, donc il y a Paul McCartney à la barre. Allez, on est comme les Bretons. On va aller par là, etc. Ok, les gars. Mais c'est pas parce que Paul McCartney est à la barre que John n'est pas le capitaine du navire. Mais c'est un capitaine qui laisse les autres faire, parce que c'est pas un autocrate, qui laisse les autres faire, ce qu'ils veulent, parce que lui, il est un peu marre, peut-être il est peut-être un peu trop dans la drogue, un peu trop dans ci, dans ça, mais c'est quand même le capitaine. Et il aime beaucoup tous les gens qui sont sur le navire. Et donc, je disais, donc comme pour Revolver, les morceaux les plus marquants de Sgt. Pepper, c'est les morceaux de John Lennon, donc principalement attribués à John Lennon ou ayant eu l'impulsion, etc. Donc c'est Lucy in the Sky with Diamonds, c'est A Day in the Life, qui est considéré en règle générale comme le meilleur morceau des Beatles, à ne pas négliger des morceaux comme Good Morning, For the Benefit of Mr. Kite. Alors il y a un grand morceau de Paul McCartney sur Sgt. Pepper's qui est She's Living Home. C'est un morceau intéressant. C'est un morceau donc très très beau, très clinique on pourrait dire, avec
pardon, un arrangement un peu pas classique, on va dire. Et il me semble un petit peu froid. Et ce qui amène de la chaleur dans le morceau, ce qui empêche qu'il soit trop clinique, c'est la contribution de John Lennon sur le refrain, quoi. Parce que John Lennon c'est un dialogue, il représente la voix, un peu grave d'ailleurs, très belle, des parents de la jeune fille qui s'est enfuie. Bon, il y a contribution de Paul McCartney, il y a donc le morceau titre qui est vraiment excellent. Mais des morceaux comme Fixing a Hole et Getting Better, bon, c'est des morceaux qui sont pas extraordinaires. Donc vous voyez, on a cette dichotomie entre les deux. Voilà, effectivement, Paul est à la barre, mais John, les contributions de John restent présentes et extrêmement importantes. Et quand on va l'année suivante, en 1968, vers l'album blanc, donc voilà, donc là il y a une décision du groupe. Par contre, donc est-ce que c'est Paul McCartney qui à ce moment-là a pris les rênes? Je n'en suis pas sûr. Dans Get Back, dans Get Back, on a une conversation et John dit à Paul, John dit à Paul, c'est en 69 là, donc pendant l'enregistrement de Let It Be, en parlant de l'année précédente, il dit à Paul, ah oui, c'était toi le producteur pendant l'enregistrement de l'album qu'on appelle l'album blanc. Alors bon, oui, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Sans doute que ça veut dire que George Martin était moins présent. En tout cas, si un rôle particulier que Paul McCartney s'est attribué, il n'empêche que les contributions, toujours la même chose, hein, les contributions de John Lennon sont bien plus fortes, bien plus originales, bien plus aventureuses que celles de Paul McCartney. Donc, je prends pour exemple Happiness is a Warm Gun, Sexy Sadie, I'm So Tired, Revolution Number 9. Alors peut-être que les gens n'aiment pas, mais enfin c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel pour un groupe de rock de faire ça. Et c'est un groupe de rock qui, on peut dire, s'en fout d'avoir du succès ou pas. Peut-être que le succès, et c'est là où peut-être je me contredis, peut-être qu'ils ont laissé à Paul McCartney la tâche d'avoir du succès. Et donc le single, le 45 tours, on disait à l'époque, le morceau qui fera le tube, c'est Obladi Oblada. Donc voilà, bon, ça a du succès, mais bon, c'est pas un morceau, même si c'est un prototype du reggae qui n'est pas encore né, une forme de ska, c'est quand même pas un morceau majeur. Donc c'est un morceau qui est sorti en 45 tours. Alors en France, je sais pas,
comment c'est dans les autres pays. Mais la phase B, sauf erreur de ma part, c'était While My Guitar Gently Weeps, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur morceau de l'album. Mais voilà, bah, c'est un morceau moins commercial, qui demande un peu plus d'écoute. Récemment, je disais à quelqu'un, une amie, ah bah tiens, moi j'aime beaucoup les Beatles. Elle me dit, ah oui, obladi oblada. On a un problème là. Hein. On a un problème d'image qui naît de morceaux comme ça. Voilà, donc il me semble que ça bat en brèche, cette idée préconçue. Alors ensuite, on arrive à Let It Be. Donc pareil, au fond, comme le raconte John Lennon, ou Ringo Starr, en fait, plutôt Ringo Starr, c'est Ringo qui raconte ça. Il raconte, voilà, on était tranquillement dans le jardin avec John, puis soudain, on a un coup de téléphone, allez les gars, de Paul, allez les gars, on enregistre un album. Effectivement, eux, ils seraient volontiers restés à glandouiller, et puis l'album, il serait venu un petit peu plus tard. Donc là, on a un aiguillon, voilà, on peut dire, alors c'est positif, hein, on a un aiguillon qui s'appelle Paul. Ça veut pas dire que la meilleure musique vient de Paul, mais c'est l'aiguillon. C'est lui qui est à la barre. Et à la barre, ben, à mon avis, il va cap à gauche, cap à droite. Parce que, donc, ce qui s'est passé pendant l'enregistrement de l'album blanc, c'est que, pareil, c'est une idée reçue contre laquelle je me bats. Bon, je me bats tout seul chez moi, hein, ne vous inquiétez pas. Idée propagée par tous les Beatles, qui disaient, ah ben, de toute façon, l'enregistrement de l'album blanc, voilà, chacun était dans son coin, donc il y en a un qui enregistrait dans un studio et l'autre qui enregistrait dans l'autre. Eh ben non, moi c'est pas du tout le cas à mon avis, parce que trouvez-moi un morceau de Harrison enregistré seul, ben il y en a pas. Ils étaient tous ensemble sur While My Guitar Gently Weeps avec Eric Clapton. Avec Piggies, il est pas tout seul sur Long Long Long. Alors bon, John Lennon je crois, n'est pas sur Long Long Long, mais bon, alors, ça veut pas dire que il était en train d'enregistrer tout seul un morceau, parce que le seul morceau enregistré seul par John Lennon, c'est Julia. Donc, voilà, en réalité, celui qui était enregistré les morceaux tout seul, ou alors avec seulement un pour l'aider, c'est Paul McCartney. Donc I Will, il est quasiment tout seul. Mother Nature's Son, pareil. Why Don't We Do It in the Road, pareil. Qu'est-ce qu'il y a encore commencé? Alors On a Pie, effectivement, On a Pie, c'est un bon exemple de la description qu'en a fait, je pense, c'est George Harrison qui en parle comme ça. C'est-à-dire que on était le groupe d'accompagnement de l'un ou de l'autre. Sauf que ils étaient le groupe d'accompagnement de Paul McCartney. Ils n'étaient pas le groupe d'accompagnement de John Lennon. Quand ils font Sexy Sadie, ils bossent à fond, les gars. Ils font pas. Alors, le travail le plus important qui est fait sur l'album, c'est Happiness is a Warm Gun. Ils passent des heures dessus et c'est très compliqué, etc. Mais ils sont très investis. Et à un moment, John Lennon dit bon les gars, ça vous fait pas trop chier et donc je crois que c'est Harrison qui répond mais non, c'est génial. Donc voilà, c'est pas un groupe d'accompagnement, ça, du tout.
Donc voilà, c'est encore une idée reçue. Et on passe donc ensuite à Get Back, c'est ce que, enfin Let It Be, dont je parlais juste à l'instant. Et là, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, Paul McCartney ayant été à l'origine du fonctionnement, je pense, hein. Alors on peut s'il y a des gens qui ont du temps à perdre, ils peuvent m'insulter, ou je sais pas. Euh, mais bon, ça me ferait mal à mon petit cœur quand même. Si Paul McCartney ayant le gouvernail, étant là-bas, voilà, a fait que, ben voilà, sur l'album blanc, ben lui s'est mis à faire des morceaux tout seul. Et parce que ben peut-être les autres avançaient pas assez vite selon son goût. Mais bon, voilà, bref. Et donc soudain il se dit, ah ben bon, on est trop allé vers ce cap-là à l'est. Allez, on va revenir à l'ouest. Et on va faire un album où alors là, on joue tous ensemble. Plus de, plus de morceaux faits tout seul. On fait tout ensemble. Donc c'est ça qui a donné Get Back. Et en plus, on le filme pour qu'on voit bien, éventuellement, je sais pas si c'est dans les intentions, pour qu'on voit bien que c'est nous qui faisons tout et qu'il n'y a pas de trucs comme ça. Donc bien, donc effectivement, c'est l'impulsion de Paul McCartney. Mais enfin bon, c'est une impulsion quand même un petit peu étrange parce que ils ont terminé, ils ont sorti l'album blanc, je crois en novembre, je crois que c'est le 22, mais je suis pas bien sûr. En tout cas, en novembre 1968, et en 1er janvier, Paul McCartney veut qu'il commence un nouvel album. Donc je ne vois pas trop comment John Lennon. Alors pourquoi Paul McCartney dit ça? Bon, c'est qu'il a des morceaux, je pense. Hein, il a des morceaux qui sont déjà composés. Donc il a Let It Be, voilà, qui a été composé auparavant. Bref, il a des morceaux. Bah, John Lennon, lui, il en a composé tellement pour l'album blanc. Je sais pas le nombre exact, mais bon, il en a, je sais pas, 10 ou 11, quoi. Euh, il en a pas composé d'autres, hein. C'est pour ça que pendant Let It Be, à un moment dans le film de Peter Jackson, là, Paul lui demande, alors t'as des morceaux? Bah, Johnny dit, non. Donc pour le spectateur lambda, John Lennon il passe un peu pour un con. Ah bon, t'as pas de morceau, t'es un gros paresseux, tu fais rien. Alors que non, pas du tout. C'est que il en a fait plein avant, et puis que voilà, il se reposait un petit peu, puis soudain il y a quelqu'un qui dit allez, il faut faire un album. D'accord. Donc voilà, on a effectivement donc voilà, il y a les albums, les morceaux, pardon, euh, qui sont sur l'album. Donc, John Lennon. Alors, il y a Don't Let Me Down, mais qui sont pas sur l'album. Bon, il n'y a pas la contribution de John Lennon est moins forte, même si on peut l'adorer. Par exemple, Across the Universe, donc qui est un morceau qui a une aura assez incroyable. Puis puisque je crois qu'il y a des livres ou des films ou des séries qui ont ce titre. Donc voilà, qui ont de l'influence de par son existence. Paul McCartney, lui, voilà, il a ses morceaux tout prêts, il arrive avec ses morceaux tout prêts. Let It Be, The Long and Winding Road, principalement. Voilà. Et ensuite, toujours sous l'impulsion de Paul, donc c'est très bien puisque ça donne quand même, ça nous donne des morceaux du plus grand groupe que l'on connaisse dans le rock. Je n'aime pas trop dire de tous les temps parce que bon,
Peut-être qu'au temps des Romains, il y avait un groupe de rock, mais bon, bref. Et Paul, pareil, va trouver George Martin, le producteur, pour dire, ah bon, on voudrait faire un album comme on faisait avant. Voilà, donc il repart, voilà, à la barre, hop, il part par là, il part par là. Alors c'est vrai que ça nous donne Abbey Road, qui est un album vraiment extraordinaire, génial, fantastique. Avec d'excellents morceaux. Alors si on va un petit peu plus loin, les contributions de John Lennon, c'est principalement en tant que morceau fini, puisqu'il y a beaucoup de morceaux non finis en fait. C'est Come Together et I Want You. Bon, c'est pas trop nul, je pense, Come Together. Là, par contre, c'est un morceau, donc quand on parle aux gens, pareil, bon, les gens un peu rockers, hein, on leur parle des Beatles, éventuellement, ils pourraient dire, ou quand ils l'entendent, voilà, ah ouais, Come Together, oui, c'est chapeau. Donc il y a Come Together et I Want You. Paul McCartney, c'est Maxwell Silverhammer et Oh Darling. Alors c'est un morceau sympathique. Bon, Maxwell Silverhammer, pareil, on va pas crier sur les toits pour chanter les louanges des Beatles, malgré tout. Oh Darling, peut-être, sauf que Oh Darling, donc c'est un morceau de... Je vais me faire tuer, là. C'est un morceau de doo-wop des années 50, en fait, mais qui est, donc, à la base, pas très original, mais qui est joué par les Beatles d'une manière absolument fabuleuse. La batterie, les chœurs, ça transforme ce morceau. Le chant de Paul est absolument sublime, on peut dire, extraordinaire. Et c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir musical de l'écouter. Mais voilà, du point de vue du morceau lui-même, ce n'est pas très original. Alors bon, il y a la phase B. Alors la phase B, sur la phase, là je parlais de la phase A, donc sur la phase B, pour ceux qui savaient qu'au départ c'était du vinyle. Sur la phase B, on a You Never Give Me Your Money. Alors là, ce qui est vraiment un morceau impeccable de Paul McCartney. Très bien, avec une contribution de tout le groupe. On a Because, avec beaucoup de travail de tout le groupe. Et là, je ne parle pas des morceaux de George Harrison, hein, c'est pas complètement le sujet. Ensuite, il y a ce que appelait The Long One. Donc, il y a un gros travail de mise en forme de Paul McCartney et George Martin. Je sais pas, la contribution des autres est en général citée comme étant peu importante. Je pense que c'est le cas. Voilà, il y a une mise en forme, il y a un gros travail, il y a plein de petits morceaux, etc., qui sont mis en forme. Mais ça ne veut pas dire que c'est c'est pas parce que Paul McCartney a fait ce travail que ces morceaux sont les meilleurs. Hein, parce qu'il me semble, mais là, bon, c'est peut-être des goûts personnels. Moi, je ne suis pas un grand fan de She Came In Through the Bathroom Window, ni de Golden Slumbers. Bon. Alors là, ce qui suit à la fin, toute la partie, là, c'est vraiment extraordinaire de la part de Paul McCartney. Donc la reprise de You Never Give Me Your Money avec Carry That Weight, etc. Et toute la fin.
mais alors la fin où donc les trois Beatles se font un solo de guitare et Ringo fait un solo de batterie. Donc on a les quatre Beatles qui font des solos et c'est un travail, voilà, c'est un travail de groupe. Alors l'impulsion, c'était sans doute celle de Paul McCartney, donc qui est très importante. Elle n'est pas toujours négative, loin de là. Et puis, bah, les morceaux de John Lennon vers le début du Long One, tout ça, donc Police in Pam, Mean Mr. Mustard, ben, je trouve que ce sont des morceaux qui sont dynamiques, très vivants, qui, qui sont pleins de vie, qui sont ouais, vivaces. Voilà, donc c'est la conclusion de ce que je voulais dire, c'est-à-dire que sur sur cette idée que Paul McCartney aurait pris le contrôle du groupe. Donc je répète, à mon avis, il a pris le gouvernail, mais le capitaine c'est resté John Lennon. Et Billy Preston, quand il est interviewé, euh, plus tard, hein, il disait, je sais pas, on lui demandait peut-être, je sais pas si on posait la question comme ça, mais il disait non, bah le boss c'était John Lennon. Hein. Donc parce que Paul McCartney est un énorme travailleur, plus que les autres. Voilà, il est guidé. Alors voilà, workaholic, on dit en anglais. Donc voilà, il est guidé par l'idée du travail et au risque encore d'avoir quelques. Enfin bon, je pense pas qu'il y a grand monde qui va regarder ma chaîne, donc je risque pas grand chose, mais bon. Euh, voilà ce que je voulais dire, c'est que ben, dans la carrière solo de Paul McCartney, il y a énormément de travail, euh, mais très peu de résultats en fait. Il n'y a pas de morceaux majeurs, il y a pas de classique du rock de la part de Paul McCartney, malgré un énorme travail. Et un énorme succès, mais un succès voilà qui est passé et dont il ne reste hélas pas grand chose. Il n'y a pas de Hey Jude, il n'y a pas de Let It Be parce que ouais, il lui manquait ses potes. Hein. Alors que John Lennon, fidèle à son image, il n'a pas beaucoup travaillé. Voilà, il s'est arrêté longtemps. Pendant 5 ans, il s'est arrêté. Il n'a pas beaucoup travaillé. Mais il a sorti sans doute le morceau de rock ou pop rock le plus connu des gens du monde, qui est Imagine. Voilà, donc voilà. Et Harrison, bon, il a eu un album qui a eu, c'est lui qui a eu le plus de succès de tous les Beatles, avec All Things Must Pass. Donc il a fait son chemin lui-même. Et bien qu'il ait eu des petits soucis avec My Sweet Lord, je pense que My Sweet Lord est un classique du rock. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est un classique du rock? C'est-à-dire que vous chantez le truc à quelqu'un qui n'y connaît rien, et bah il connaît. Voilà, donc voilà, moi je connais des personnes qui vraiment n'y connaissent rien du tout au rock. Je me mets à chanter My Sweet Lord, ils connaissent, bah, s'ils ont l'âge, hein. Ils connaissent, bon, Imagine, tout le monde connaît Imagine. Voilà, donc, c'est un petit peu ma conclusion qui, selon moi, on peut ne pas être d'accord, mais cette conclusion sur la carrière solo indique que effectivement le talent n'était pas
attribué forcément à celui qui prenait les décisions. Voilà. Donc, c'est fini.